De voir aussi qu'on a des personnels de santé et que donc on a une collègue psychologue clinicienne et art thérapeute à Marseille qui est avec nous aussi. Et donc on commence. Je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire. À l'animation aujourd'hui, il y aura Titouan Laruelle et Thomas que je laisse se présenter et vous dire quelques mots et je reprendrai sur la papéda derrière. Bonjour à toutes et tous, Thomas Germain, je suis un des membres cofondateurs et salariés de la Fabrique des communs pédagogiques, actif sur l'administration d'associations et certains de ces programmes, et notamment à l'œuvre sur la préparation de ce webinaire avec Titouan, Benjamin, Joël et Anna aussi, qui prendra la parole. À toi, Titouan. Et bonjour à toutes et à tous. Et donc, moi, c'est Titouan Laruelle. Je suis étudiant en philosophie à l'École normale supérieure et membre de la Fabrique des communs pédagogiques que j'ai découvert d'abord par la question de la classe dehors, avant, au cours d'un stage à la FAPEDA, de m'interroger sur cette notion de commun pédagogique. Et Benjamin, si tu Oui, veux. très rapidement, la Fabrique des communs pédagogiques est donc une association loi 1901 créée en 2020 au moment du premier C'est sur confinement. l'école dehors. Il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro, s'il vous plaît. Merci. Hop. Et donc, créé en 2020 au moment du premier confinement en soutien à la continuité du service public d'éducation. Quand on adresse un sujet, on n'a pas la prétention de savoir, donc on mobilise des coalitions d'acteurs. Et si on met ça sur notre sujet de l'école dehors, l'éducation dehors, aujourd'hui, on regroupe plusieurs centaines d'organisations. On a de nombreux clubs thématiques avec une société savante qui regroupe plein de chercheurs de plein de disciplines, un club des collectivités qui regroupe des collectivités françaises de tous les territoires, un club de la fabrique de la ville à hauteur d'enfants qui regroupe plusieurs dizaines d'architectes, urbanistes, paysagistes, designers, parce que mettre tous les enfants dehors, ça impose de repenser certains espaces publics, notamment avec plus de verre et moins de voitures, plus de jeux et plus d'hospitalité. Voilà, ces webinaires, on est en train de chercher des financements, mais on les fait bénévolement et donc on a besoin pour pouvoir continuer d'avoir des webinaires où il y a 200 inscrits de qualité, on a besoin de vos soutiens et notamment de vos dons mensuels qui sont défiscalisables à 66%, c'est-à-dire que si vous nous donnez 10 euros par mois, ça vous fait que 3 euros. Et nous, ça nous fait un prévu budgétaire et c'est fantastique. Je vous ai remis le lien dans le chat. Et peut-être, et je terminerai là, euh, une actualité liée à l'éducation dehors, la proposition de loi éduquer dehors et au contact de la nature a été inscrite en première lecture à l'Assemblée nationale le 12 février prochain pour un vote dans le cadre de la niche parlementaire des écologistes. Voilà. Et la deuxième chose, c'est on a sorti un plaidoyer sur la création de délégations aux droits de l'enfant dans les collectivités dans le cadre des prochaines municipales. Et ça fait sens pourquoi, et je fais lien avec le sujet du jour. euh, une action, on va vous montrer ce que les autres pensent et font aujourd'hui, mais une action que fait la Fabrique des communs pédagogiques relative euh, à l'éducation artistique et culturelle dans le cadre de l'éducation dehors, c'est les opérations Les enfants enchantent ma ville, comme à Marseille, Les enfants enchantent Marseille, qui a permis à plusieurs milliers d'enfants d'aller dehors, de réaliser des activités en plein air, dans des contextes parfois naturels, dans des contextes parfois beaucoup plus urbains et minéraux. Et tout simplement, dans ces opérations Les enfants enchantent ma ville, qui sont très souvent en partenariat avec des acteurs locaux, artistes, acteurs culturels, associations, le dehors devient un lieu de rencontre et de co-création entre les enfants, les artistes et ce qu'il y a autour, parfois une librairie, parfois une boucherie, parfois des habitants. Et c'est pour ça que l'éducation artistique et culturelle va devenir, dans le projet à 5 ans que l'association travaille en ce moment, un axe majeur dans lequel on inscrira l'ensemble de nos actions. Voilà, et on voulait parler de philosophie parce que c'est aussi mettre en avant l'identité de l'association qui s'est
construite par compagnonnage permanent avec des chercheurs et des personnes issues du monde académique, mais plus largement mais très régulièrement avec des philosophes de 7 à 77 ans, hein. Hier, on était pour de vrai avec un philosophe, avec des apprentis philosophes de 7 ans, puisque Titouan donnait un cours de philosophie là où on a nos bureaux à des élèves. Et puis, on a même des philosophes de beaucoup plus que 77 ans, puisqu'on travaille beaucoup avec un historien et philosophe qui s'appelle Théodore Zeldin, et qui a un âge absolument canonique que je tairais aujourd'hui. Mais voilà, la fabrique des communs pédagogiques se construit euh, par le compagnonnage avec des philosophes. Et on avait envie un peu aujourd'hui de leur donner la parole et d'interroger cette fois non pas la conception de la fabrique des communs pédagogiques, mais davantage notre travail autour de l'éducation dehors. Voilà, et c'est ça ce que les collègues vont vous partager ce jour. Et peut-être je relaisse la main à Thomas et à Titouan et je vous souhaite un excellent webinaire à toutes et tous. Et non, petite parenthèse, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez dans le chat. Il n'y a pas de mauvaises questions. Voilà. Et si on n'a pas de questions, on considérera que c'est un échec parce qu'on n'a pas suscité chez vous de questionnement, quand même. Ce qui serait un échec pour des philosophes. Bon webinaire. Ça doit te prendre la suite, Tito. Parfait. Alors, bon, peut-être pour commencer une première partie de ce webinaire, donc on va rentrer par la dimension philosophique, la dimension un peu théorique, pour s'interroger sur la classe dehors, sur ce que ce serait une classe dehors philosophique, une classe dehors artistique. Et pour ça, on a la chance d'accueillir aujourd'hui pour ce webinaire Joël Zask, qui est notamment maîtresse de conférences à l'université Aix-Marseille, qui est entre autres la traductrice de John Dewey. Et je laisserai Joël compléter si cette présentation un peu sommaire omet des éléments importants. Et alors peut-être je pose la première question avant de laisser la parole à Joël Zask en guise d'entrée en matière assez générale sur ces liens entre classe dehors, art et philosophie, en posant donc déjà une première question qui est de vous demander dans quelle mesure la pratique de la classe dehors qui se développe aujourd'hui, et donc avec cette pratique de la classe dehors, le fait d'apprendre dehors, le fait de réfléchir sur le dehors depuis le dehors, mais aussi le fait parfois de créer dehors, comment cette pratique de la classe dehors peut trouver des précédents, des antécédents dans l'histoire philosophique et artistique. Donc peut-être voilà, un premier panorama un peu général. Oui, alors bonjour tout le monde et merci de m'avoir invité. Euh, je dirais d'abord que la classe de danse est quand même une invention relativement récente et que encore aujourd'hui dans beaucoup de pays, on fait classe dehors. Il faut peut-être voir dans la classe entre quatre murs une espèce d'anomalie qui est liée à un certain développement du monde chrétien occidental. Je dis chrétien parce qu'effectivement, il y a dans l'enfermement une dimension évidemment religieuse et une coupure avec le monde extérieur qui soit est propice à l'éviction des péchés et des tentations, soit est propice à la méditation. Ça, vous choisirez votre camp un peu comme vous voudrez. Et donc, je trouve que l'architecture de l'école aujourd'hui reflète un peu disons, la tentative d'isoler l'éducation du monde social et du monde économique, du monde politique, du monde culturel, du monde familial, du monde amical. Et cet isolement, il faut l'interroger, en fait, finalement. Qu'est-ce que dénote cet isolement? Que signifient ces murs, cette éviction des parents, cette architecture très enfermante qui peut évoquer parfois. Je parle de l'architecture classique de l'école républicaine, hein, de l'école républicaine qui reprend les codes finalement d'autres architectures d'enfermement, comme Foucault a pu en parler, avec un système d'ailleurs de panopticon dans un certain nombre d'édifices scolaires, notamment à Marseille où j'habite, où vraiment il y a... Bon, enfin voilà, je ne veux pas trop épiloguer là-dessus. Il y a quand même un dehors, si on peut dire, dans l'école traditionnelle, et ce dehors, c'est la cour. Mais la cour elle-même, d'une certaine façon, reflète un certain contrôle social
On le sait aujourd'hui à travers toutes les polémiques destinées à contrer le mouvement de désasphaltisation des cours d'école, des cours de récréation, puisque finalement, d'abord la bétonisation de la cour d'école, ça a son caractère giratoire avec éventuellement un arbre au milieu, son caractère très très minéral, le terrain de foot au milieu, les filles sur les côtés avec les marelles, etc. Tout ça vraiment dénote une certaine vision de l'ordre social et une certaine vision genrée, je dirais, finalement, de l'organisation des relations sociales. Donc, je crois que c'est l'école dehors, déjà, elle doit, je dirais, d'un point de vue peut-être historique, philosophique, elle doit nous interroger, elle doit, comment dire, nous faire nous interroger, nous faire examiner finalement ce qu'il en est de l'école telle qu'elle existe. Et je pense que l'école dehors nous donne un point de vue qui permet de dessiller en quelque sorte nos yeux et de regarder les choses comme elles sont, de les regarder en termes de séparation, justement, en termes de dedans sans dehors. Par exemple, ce qui est assez frappant, enfin, moi j'ai beaucoup travaillé sur la notion de dehors, le outdoor en fait en anglais, qui a son intérêt aussi, là je fais un petit point là-dessus. C'est une notion dont on n'a pas vraiment l'équivalent en français. Je suis spécialiste de philosophie américaine, donc je le précise, c'est pour ça que j'aime bien circuler entre les langues parce que ça nous fait découvrir plein de points de vue auxquels on n'aurait pas pensé autrement. Mais en tout cas, dans le mot outdoor, il y a le mot porte, évidemment. Et donc, ce qui est intéressant, c'est aussi de penser les passages entre le dedans et le dehors. C'est-à-dire, la porte, c'est un seuil, la porte, c'est un passage, la porte, c'est quelque chose qu'on peut fermer derrière soi ou qu'on peut ouvrir vers l'extérieur. Et cette idée de passage et de seuil, elle est vraiment très, très intéressante pour penser justement une vraie dialectique entre le dedans et le dehors. Il ne s'agit pas de dire on doit tout vivre dehors, hein, pas. Mais en revanche, il est bien que le dedans soit innervé par le dehors. Et il est bon aussi que le dehors, d'une certaine façon, soit observé à travers un dedans. Et donc, bon, c'est assez psychanalytique d'ailleurs ce que je peux raconter. Mais donc le outdoor et le indoor, qui trouve d'ailleurs en anglais, en compte d'autres expressions comme out of door, the great outdoors. Enfin, vous avez des expressions comme ça, et dont d'ailleurs tous les penseurs de l'écologie se sont saisis. On connaît, voilà, les penseurs de l'écologie en français, mais en réalité, les grands penseurs de l'écologie ont une vision du outdoor qui a été très étroitement associée à cette notion qu'on a beaucoup rencontrée là, depuis une vingtaine d'années, qui est celle de wilderness. La wilderness, c'est la nature sauvage, si vous voulez, et la nature sauvage, c'est the great outdoors. Et voilà, donc tout ça pour dire que tout ça, enfin que c'est très résonnant et c'est très 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 intéressant. Aussi de constater, puisque je reprends mon exemple premier, bah, de constater que justement, il n'y a pas de seuil. L'école traditionnelle n'a pas de lieu de passage, finalement. C'est-à-dire, il y a la porte cochère qui s'ouvre avec un gardien, bon, puis les enfants rentrent, puis la porte se ferme. Mais en fait, il n'y a pas d'espace intermédiaire entre le dedans et le dehors, ce qui est un problème. Ça, c'est toujours un problème. Si vous voulez penser l'architecture d'un point de vue démocratique, je le mets juste entre parenthèses, vous allez toujours penser les seuils et les passages, les accueils, c'est-à-dire les lieux d'accueil, les lieux de rencontre, les lieux où finalement se fait l'expérience de l'imprévu. Et donc, j'en reviens à la classe dehors. Historiquement, ça a été, enfin, la classe dehors, elle n'est pas réservée aux petits-enfants, hein, elle est réservée, voilà. C'est un programme d'éducation saxon, en fait, et qui a eu ses apôtres, d'abord avec le mouvement du scoutisme, avec Baden-Powell, puis après avec un mouvement qui était initié par un juif allemand, Kurt Hahn, qui voilà, va se situer au tout début du XXe siècle, notamment avec voilà, des classes finalement de sauvetage, enfin, je reviendrai un petit peu là-dessus, et puis ensuite qui va se développer dans le monde anglo-saxon à travers les field trips, à travers la classe dehors, à travers, disons, l'intégration d'ailleurs dans le curriculum, dans le programme scolaire, l'intégration de séances finalement d'exploration, parfois un peu risquées, qui supposent un travail d'équipe, qui supposent de la solidarité, qui supposent un peu de la ténacité, du courage, une certaine forme de résistance,
notamment lorsque sont sollicités finalement des efforts assez conséquents, comme dans descente rapide, escalade de montagne, spéléologie et choses de ce genre. Donc l'école dehors, c'est souvent accompagné d'une prise de risque, finalement. Et d'une prise de risque bon, qui est limitée, mais qui, variable aussi, mais qui malgré tout bah, a pour vocation de créer un estrangement en quelque sorte, disons un voyage, un voyage un peu exploratoire, une dissolution de l'habitude, un dérangement finalement du confort, et entraîner des enfants aujourd'hui dans une forêt où ils n'ont peut-être jamais été, ou même dans une friche, bah, parfois ça peut justement créer ce genre de choc, un peu, on peut dire, de rencontre avec un monde inconnu qui peut être vécu comme étant perturbant, mais en même temps comme étant interrogeant, comme suscitant finalement une ouverture et une prise en compte d'un univers qui n'est pas sous contrôle. Et ça, c'est vraiment ce qui a toujours été associé aux classes dehors, disons, aux résidences dehors, aux colonies de vacances, au scoutisme, etc. C'est comment finalement, à partir du moment où on est confronté à un dehors, ce dehors n'est pas nécessairement naturel. Ça peut être un dehors urbain, bien sûr. Ça peut être un dehors, bah, ne serait-ce que de sortir de la maison, etc. Enfin, disons qu'il y a un dehors à l'égard de n'importe quelle réalité, finalement. Il y a un dehors de soi aussi, bien sûr, un dehors hors de soi. Comment est-ce qu'on fait pour sortir hors de soi, etc. Donc voilà, ce dehors peut être pensé à plein d'échelles différentes, mais en tout cas, il est toujours associé à, disons, le fait de s'exposer à une réalité dont disons, la phénoménologie, le déploiement n'est pas prévu. Aller dehors, c'est s'exposer à l'imprévu. Et donc, je pense que c'est fondamentalement une idéologie ou une pensée, une philosophie qui prend exactement le contre-pied des philosophies du contrôle social, des philosophies de la maîtrise, les philosophies de la domination, bien sûr, les philosophies finalement de l'éducation comme instruction, de la réduction de l'éducation à ce que Bourdieu avait appelé la reproduction sociale. Parce que quand vous amenez des enfants dehors, ben, il se passe des choses qui précisément échappent, mais échappent tout autant aux enfants ou aux jeunes qu'aux professeurs, aux formateurs, etc., etc. Donc, comment est-ce ensemble, finalement, on peut réorganiser un tant soit peu nos relations de telle manière qu'ensemble, nous fassions face à l'imprévu et que, dans une certaine mesure, nous récoltions ce que l'imprévu a de meilleur pour nous et que nous nous coalisions, en quelque sorte, contre les effets pervers ou délétères ou handicapants de l'imprévu. Voilà, je peux m'arrêter là pour l'instant parce que je ne sais pas trop de combien de temps je dispose, mais je ne voudrais pas. Ouais. Merci pour ces premiers éléments qui, moi, déjà, me font enfin, à la fois réagir sur différents points, me posent plein de questions, et notamment la question du seuil, euh, sur cette question des portiques qui était mentionnée à partir du outdoor, qui là aussi me fait tirer des traits à travers l'histoire de la philosophie, puisqu'il me semble que Socrate aussi, c'était l'homme des portiques, l'homme qui Ah restait oui, sur le seuil. Déjà, dans le banquet de Platon, Socrate, où est-ce qu'il attend? Il n'est pas là, il est en retard au banquet parce qu'il attend sous le porche, sous le seuil. Et donc, on retrouve cette histoire philosophique, en fait, jusque dans la classe d'or. Et une, absolument. une question qui m'est venue justement à propos de la caractérisation du dehors comme espace de prise de risque, espace d'imprévu. Est-ce qu'il y aurait peut-être une autre manière de le caractériser à travers les expériences qu'on peut faire dehors, que ce soit des expériences philosophiques, des expériences artistiques, mais peut-être cette notion d'expérience qui pourrait servir de point de départ à notre discussion pour relier les aspects philosophiques, artistiques et pédagogiques. Oui, oui, tout à fait. C'est John Cage qui disait l'expérience, c'est une action dont l'issue n'est pas prévue. Euh, Autrement dit, toute action dont l'issue est prévue n'est pas une expérience.
Mais en même temps, toute action dont l'issue est, comment dire, passe sous les radars ou dont l'issue n'est pas tangible, toutes les actions sans issue, en quelque sorte, ou sans issue sensible, ne sont pas non plus des expériences. Je veux dire, une action sans issue, c'est une agitation, c'est plus vraiment une action. Mais en même temps, une action dont comment dire, dont tous les paramètres sont sous contrôle et qui produit exactement ce qu'on attendait, ça n'est pas non plus une action finalement. Là, pour le coup, c'est un mécanisme, si vous voulez. Et donc, je dirais l'expérience comme action, en fait, le faire expérience ou l'expérimentation, si vous voulez, se situe entre justement quelque chose qui a à voir avec le mécanisme et quelque chose qui a à voir avec l'agitation vaine, si vous voulez. Et le champ expérimental, du coup, il est très vaste. Et on peut bien sûr associer l'imprévisible à du risque, mais ça peut être un risque cognitif. Par exemple, un chercheur à la paillasse qui ne va pas prendre des risques cognitifs, finalement, sera condamné à répéter ce qu'il sait déjà et peut-être même à tricher, peut-être même à mentir, peut-être même à falsifier ses résultats. En tout cas, il n'aura pas l'honnêteté intellectuelle qui est précisément liée au fait de soumettre ces théories à l'épreuve des faits. Quand on dit soumettre ces théories à l'épreuve des faits, ben on est vraiment dans la pensée expérimentale. C'est-à-dire que, en fait, nos expériences sont sous-tendues par la vérification d'idées qu'on a dans la tête. Je pense, par exemple, que ce chemin va m'emmener à la lisière du bois. Donc ça, c'est mon hypothèse. Je suis ce chemin. Et puis je me rends compte au bout d'un moment que loin de m'emmener à la lisière que j'imaginais, il m'enfonce de plus en plus profondément dans la forêt. Et donc le fait même de m'être perdu, bah, m'oblige à réviser mon hypothèse de départ. Bon, alors c'est très schématique ce que je dis, mais en même temps, c'est un raisonnement qui fait incroyablement défaut avec les réseaux sociaux, avec le virtuel, avec justement avec le fait de s'enfermer dans des communautés très restreintes où tout le monde pense plus ou moins la même chose, voire couper toute relation avec le monde extérieur et notamment avec le monde social, parce que là, précisément, ce type de dérangement et de vérification, bah, il n'advient plus en fait. Ça n'advient plus, c'est-à-dire que l'habitude d'interroger les idées qu'on a dans le crâne à l'épreuve et de les soumettre à l'épreuve des faits, cette occasion-là, elle est perdue. Et je crois qu'on est aujourd'hui, bien sûr, bah, confronté à des risques démultipliés, finalement, quant à l'existence même de l'expérience telle que je l'ai définie, si vous voulez. Donc, il est vrai que après, on peut bien sûr considérer, et c'est ça aussi la vertu du dehors, puisque le dehors, par définition, n'est pas sous contrôle, et que le dehors nous réserve des surprises, eh bien, considérer comment dire, les interactions avec le dehors comme des démultiplicateurs d'expériences. C'est-à-dire que l'environnement qui est parfaitement sous contrôle, un environnement normé, un environnement rationalisé, un environnement mécanisé, etc., dont finalement la marge d'imprévu a été supprimée au maximum, et l'architecture de la salle de classe évoque un peu ça, n'est pas un environnement qui sollicite l'expérience. Parce que précisément, il n'a pas, là je voudrais insister un tout petit peu là-dessus, il n'a pas du tout la plasticité qui lui permettrait d'être modifié par la vérification des idées que nous nous faisons préalablement au fait de se mettre en route. C'est-à-dire, par exemple, bah, si vous voulez, pour une expérience suppose de produire un effet. Une expérience, elle est complète à partir du moment où la conséquence de mon comportement destiné à vérifier mon idée de départ produit un changement dans la situation. S'il n'y a pas de changement dans la situation, bah, je ne peux rien vérifier du tout, si vous voulez. Je peux juste me cogner la tête contre les murs. Il n'y aura pas d'effet, si vous voulez. Et donc, il faut que l'environnement il ait une certaine plasticité, une certaine souplesse pour accepter d'une certaine façon. Et je parle d'un environnement, ça peut être spirituel aussi ou intellectuel, hein, mais qu'il ait une souplesse pour, d'une certaine façon, être transformé par mon action expérimentale. S'il ne bouge pas, c'est ce qu'on appelle un artefact d'ailleurs, dans les sens, si l'environnement n'est pas, par exemple, si telle molécule dont j'examine le comportement ou les propriétés n'est absolument pas modifiée par la manipulation que je lui fais subir, bah, je ne pourrais rien conclure du tout. Donc il faut que mon matériel expérimental soit d'une certaine souplesse, d'une certaine flexibilité,
soit susceptible d'accueillir les changements que je lui imprime. Évidemment, si je détruis complètement mon matériel, il n'y aura plus rien à observer non plus, donc ça ne marchera pas non plus. Donc là aussi, on est dans un entre-deux. Et donc, le dehors, justement, par rapport au dedans, le dehors, il a, par définition, d'ailleurs c'est ça peut-être le dehors, c'est comme ça que Lacan le définirait, il a justement cette flexibilité qui lui permet d'être impacté par le déroulement de mon action et de me renvoyer en quelque sorte une réponse qui me permet ensuite, eh bien finalement, de décider de mon cours d'action ultérieur. Et soit de tout arrêter, soit de tout recommencer, soit de persévérer, soit d'amender, soit de corriger, etc. Donc il faut que l'environnement me réponde pour savoir ce que je fais ensuite. Et donc il y a une relation un peu dialogique. Et ça, quand on va aux champignons, on le voit très bien. C'est cette relation dialogique quand on va se balader quelque part ou quand on observe un oiseau, qu'on écoute. Il y a quelque chose qui ressemble à un dialogue, enfin je ne dis pas un dialogue évidemment linguistique, mais une forme d'échange. Avec les oiseaux, c'est assez frappant parce qu'ils vous répondent assez facilement. Et cet échange, évidemment, demande une attention assez soutenue, mais en même temps, justement, est susceptible de renouveler un peu votre stock de perceptions, de sensations et d'idées. Merci beaucoup, en tout cas, Joël Zast, pour ces éléments de réponse vraiment super intéressants qui, en plus, nous permettent de faire le lien avec ce dont il va être question juste ensuite sur les dimensions esthétiques, puisque il me semble que cette flexibilité du dehors, cette action sur le dehors, ce dialogue avec le dehors, il peut avoir plein d'applications. On pense peut-être en premier lieu à une application politique sur le fait de modifier ce dehors et sur la dimension citoyenne donc de la classe d'or. Mais j'imagine que on peut aussi penser une dimension artistique dans ce dialogue avec le dehors et qui peut avoir des implications esthétiques assez fécondes. Et donc, ça me fait une transition toute trouvée. Et je vais peut-être laisser la parole à Thomas pour introduire notre deuxième intervenante du webinaire. Super, ouais, merci Tito. Donc, oui, on avait proposé à Anna Chamoulot, qui peut nous entendre ici, qui est chef de projet au sein de l'association Art et Développement à Marseille, qui depuis de nombreuses années pratique des activités artistiques dehors en pied d'immeuble dans différents quartiers de Marseille mais aussi d'autres villes, de tenter aussi un petit peu de faire le lien avec cette question du dehors et de l'apprentissage artistique. Si ça va, Anna, je te laisse la place pour présenter un petit peu en quelques mots le fonctionnement d'art et développement et puis nous illustrer aussi un petit peu tout ça par des exemples concrets des activités d'art et développement. Oui, merci Thomas. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais quand même resituer et contextualiser un petit peu qu'est-ce que c'est qu'art et développement et notre démarche. Puisque nous, le dehors, c'est vraiment en fait au cœur de notre démarche et c'est inscrit dans notre ADN, puisque l'association existe depuis plus de 30 ans. Et elle est née à Marseille à l'initiative de Loïc Chevran-Breton, qui s'est inspiré du dispositif des bibliothèques de rue d'ATD Carmon. Et donc lui, il s'est saisi de ce dispositif dont il percevait tout le potentiel pour justement aller à la rencontre des habitants et créer dans l'espace public. Donc l'idée, c'était de changer de médium et de laisser de côté le livre, mais de plutôt s'embarquer autour de la peinture et de tout le potentiel créatif autour de la peinture. J'ai beaucoup aimé effectivement les propos de Joël Zask à ce sujet et sur effectivement la prise de risque. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font fortement écho au domaine de la pratique artistique. Donc, l'association, elle a vraiment tout de suite basé son fondement sur le aller vers, sur le dehors, avec un dispositif qui paraît très simple comme ça, mais dont la spécificité, c'est de donner un rendez-vous régulier dans les quartiers, même jour, même heure, même endroit, on pratique ensemble sur l'espace public. Donc, nous, on déploie la bâche. Donc, je ne sais pas s'il y a quelques images peut-être pour illustrer, mais il y a
vraiment quatre enjeux forts. Nous, on a la conviction que d'apporter une pratique artistique à n'importe quel individu, ça contribue à la construction du potentiel de développement de l'enfant, que ça permet de faire éclore les capacités créatives, les différentes habiletés sociales, euh, voilà, créatives, citoyennes. On est beaucoup aussi dans ce rapport et dans la relation. Donc, pareil, peut-être on y reviendra, mais sur le dialogue, la question du dialogue et de la relation, et de comment on interagit, soit face à sa création, mais aussi soit face à sa création dans un environnement, surtout à Marseille, où on est souvent bousculé par le vent, et soit avec les autres dans un groupe, puisque on s'expose à un travail individuel, mais aussi dans un collectif. Ça se passe pas n'importe où, mais effectivement, ça se passe dans l'espace public. Qu'il y a aussi un enjeu de montrer le potentiel de transformation d'une action créative dans l'espace public. Donc, ce dialogue et effectivement cette interaction dont on parlait avec l'environnement. Euh, L'idée, c'est vraiment de se mettre à hauteur d'enfant et de pas être dans une pédagogie, effectivement, qu'on retrouve plus derrière les bancs de l'école, d'une démarche de transmission. Là, on se met à hauteur d'enfant et on essaye de faire éclore la créativité des participants sur les ateliers. On s'installe avec une équipe au sein de laquelle il y a toujours un artiste. Et c'est cet artiste qui, lui, dans son quotidien, fait l'expérience justement de la création, qui va permettre de transmettre, de communiquer aux enfants l'exigence de la prise de risque, justement, de travailler par essai-erreur de transformer ce qu'on a raté en réussite. Donc la place de l'artiste au sein de nos ateliers, elle est fondamentale. Donc, on a vraiment à cœur à la fois de s'appuyer sur le potentiel créatif des participants et de laisser la libre expression se développer au sein des ateliers et en même temps d'introduire des propositions de projets artistiques. Donc, j'aimais bien aussi ce que Joël disait sur la dimension action, agitation. Je pense qu'on s'en resservira aussi pour argumenter sur notre sujet. Et effectivement, il y a toujours un enjeu à faire qu'il y ait quand même un objectif attendu, même s'il y a plein d'issues inattendues dans le travail qu'on produit avec les artistes. Donc, du coup, on s'était dit avec Thomas que peut-être on focusait sur un ou deux exemples de projets qui ont été conduits. Donc, je vous ai fait une petite sélection de projets qu'on a menés ici à Marseille. Et donc, je disais, l'association existe depuis plus de 30 ans. On a une dizaine d'ateliers qu'on porte ici en propre sur le territoire de la métropole marseillaise, mais on a essaimé sur différents territoires en Rhône-Alpes. Tout à l'heure, vous citiez une collègue de Chambéry qui porte des ateliers justement là-bas. On est dans les Hauts-de-France et en Île-de-France. Et donc, c'est aujourd'hui plus de 60 ateliers dont bénéficient plus de 10 000 enfants sur les quartiers prioritaires des différentes communes où on est présent. Donc peut-être on peut regarder quelques images de projets et je vais vraiment dire deux mots très rapidement et après peut-être on pourra plutôt échanger. Le premier projet que j'ai sélectionné, il me semble que c'est un projet qu'on a conduit avec une artiste sur le quartier de Jean Jaurès à Marseille. Et c'est un projet d'imagier multilingue. Et donc l'idée, c'est toujours de à la fois faire avec les participants, avec ce qui émerge en fait de cette rencontre justement entre l'artiste et les enfants, c'est-à-dire de quoi ils vont lui parler, à quoi ils vont être sensibles quand l'artiste va apporter aussi son propre univers. Et donc là, la rencontre entre Sabrina et les enfants de Jean Jaurès, elle s'est faite autour d'objets du quotidien de leur quartier. Et en fait, dans une multiculturalité, puisque c'est un quartier où il y a différentes communautés présentes. Et donc, ils se sont amusés à créer un petit imagier. Et donc, là, ce que vous voyez, c'est des scans, en fait, hein, des dessins d'enfants. Donc, l'idée, c'est que ça parte toujours du dessin de l'enfant
et que l'artiste, à partir de là, ben, justement, soutienne le potentiel créatif, le déploie, le mette en forme pour en faire pour en donner une forme cohérente et montre un peu la cohésion du travail, le fil conducteur. Donc, autour des dessins d'enfants, vous avez du coup les mots, les noms des différents objets, animaux, etc., dans les différentes langues présentes sur le territoire. Voilà, il y a vraiment un enjeu fort à faire qu'il y ait ce potentiel individuel qui soit valorisé dans le collectif. La deuxième image qu'on voit de ce projet, c'est la réalisation à partir de ça d'un petit jeu à activer, un peu comme un jeu de cette famille. Mais là, du coup, bah, c'était pas des familles au sens la famille, les différents métiers, où là, c'était vraiment à partir du livret qu'ils avaient fabriqué, les objets qu'on trouve dans la cuisine, les objets qu'on trouve dans le quartier. Et donc, c'est un jeu après que les enfants ont pu s'approprier sur les ateliers. Et donc, encore une fois, chaque fois, ça vient de l'initiative des enfants qui sont force de proposition et qui sont titillés un petit peu par l'artiste pour justement faire éclore le projet qui sera un projet collectif et commun. Le deuxième projet dont j'avais souhaité vous parler, c'est un projet où on voit aussi très bien cette place qui est faite à la peinture d'enfant et au geste créatif de l'enfant, qui va être ensuite euh, réapproprié dans un collectif. Là, c'est un projet qui a été conduit sur la cité des Rosiers à Marseille, au sein de laquelle il y avait eu une nouvelle place aménagée. Donc là, on parle vraiment de l'espace public et de l'interaction avec l'environnement dans lequel on intervient et dans lequel les habitants circulent tous les jours. Et donc, il y avait une place qui avait été aménagée avec des buts. C'était une forme de, d'aire de jeu pour les vélos, trottinettes, etc. Et donc, nous, on est venu décorer, aménager cette place avec les œuvres des enfants. Donc, on est parti des propositions des enfants qui se sont dit, bah, qu'est-ce qu'on va voir surgir sur cette place? Et ça, est-ce que ça va être des fleurs, des animaux, des monstres, etc. Et finalement, ça a été un grand chat qui a été peint par les enfants, d'abord sur des feuilles, qui ont été ensuite après découpées, disposées pour voir un petit peu comment ça allait s'organiser sur la place. Et après, ça a été peint, euh, réalisé un peu sous forme de chantier directement par les enfants. Et donc, on voit sur la slide suivante, les enfants en train de peindre le tracé c'est la queue du chat qui est immense et qui du coup fait le tracé et le parcours qui va pouvoir être suivi par les enfants en vélo, en trottinette. Et puis la dernière slide, je pense, on voit le chat et la réalisation vue de haut de l'ensemble de ce projet bah, qui a vraiment apporté une transformation aussi visuelle au sein du territoire, mais à partir de cet acte créatif de l'enfant. Euh, bah voilà, c'est vraiment la première chose à laquelle ils ont pensé, c'est le chat, quoi. Le chat qui voit traverser la place au milieu du quartier tous les jours, en fait, et qui là se transforme de manière artistique sur cette place. Voilà, je pense que je vais pas être plus longue sur la présentation et c'est peut-être plus intéressant de voir si vous avez des questions ou si ça rebondit avec le, les propos de Joël sur la question de la prise de risque, de l'aléatoire et en même temps de la structuration dans le dehors. Et peut-être juste à ajouter une chose, effectivement, sur effectivement le cadre du dehors par rapport à la classe scolaire, c'est qu'effectivement, là, je vous ai pas mis de peinture où on voit des expérimentations qui peuvent être faites parce que j'ai fait un focus projet, mais dans l'expression artistique des enfants, là, sur nos ateliers, on voit vraiment beaucoup de dripping, par exemple, où on peut, vraiment s'amuser à envoyer des gouttes de peinture sur notre feuille de papier sans risquer de tout salir. Il y a vraiment la possibilité d'expérimenter des choses dehors qu'on n'oserait pas expérimenter quand on est dedans. Super. Un grand merci, Anna, pour
cette présentation. Il nous reste un petit quart d'heure ensemble. Est-ce que Joël, ça vous évoque des rebonds, des observations, des réactions avant de peut-être laisser de la place à quelques questions avant de conclure? Je trouve ça vraiment très intéressant, très beau. Surtout ce que j'ai vu, ça m'a semblé très beau, très abouti. Euh, et je crois que c'est important aussi, quand on a voilà, affaire à l'esprit créatif, d'entretenir la créativité et en même temps d'avoir une exigence esthétique. Je crois que on peut pas, enfin, ça me semble jamais très juste d'abandonner l'exigence esthétique. Ça m'a fait penser à Coretta Kent, en fait, qui était une artiste, une pop artiste américaine, contemporaine de Andy Warhol et vraiment très, très, enfin, c'était quelqu'un qui a développé justement un département d'art plastique dans une université qui s'appelait le cœur immaculé de Marie, en fait. Elle était religieuse et c'était une femme, donc elle a été un peu oubliée par rapport à des gens comme Andy Warhol, évidemment, où elle a été un peu invisibilisée, mais elle a une œuvre artistique qui est remarquable. Et elle a écrit aussi tout un texte, enfin, qui a été réalisé à partir de notes qu'elle avait prises, puisqu'elle n'a pas, voilà, peu importe. Et ça s'appelait Règles ou notes pour développer l'esprit créatif de l'enfant. Et je trouve ça très intéressant, justement, cette distinction qu'elle a faite entre le développement de l'esprit créatif et le fait de devenir un artiste. Et le développement de l'esprit créatif, dit-elle, peut être le fait de n'importe qui, à partir du moment, justement, où on organise sa rencontre avec le monde extérieur. En revanche, l'artiste, lui, il a un métier où il va s'entraîner ou exceller dans un domaine bien particulier. Mais l'esprit créatif et l'artiste, ou disons l'artisticité, sont deux choses un peu différentes. Mais, et donc, ce développement de l'esprit créatif, elle propose de l'organiser à travers toutes sortes d'expériences, d'expérimentations très, très rigolotes d'ailleurs. Alors, par exemple, elle vous dit, euh, allez dans une bibliothèque et relevez le titre des 10 premiers livres dont la tranche est rouge. Vous voyez, des trucs comme ça. Ou alors, mettez-vous dans le noir et examinez l'apparition d'un halo lumineux. Elle dit aussi, voilà, il y a plein d'exercices comme ça qu'elle vous propose de faire justement pour sortir hors, finalement, de votre esprit étriqué et de vos conventions. Et évidemment, le fait de sortir de la maison, de sortir de la salle de classe, c'est un très, un très bon moyen de le faire. Donc, Coretta Super. Kent. Merci Joël. Il y a voilà, plusieurs questions sur le nom d'artiste dans le chat. Et, et une autre question aussi qui va nous permettre de faire le lien aussi avec l'expérience de Titouan, où on nous demande, Marie nous demande dans le chat des expériences aussi de pratique de philo dehors. Titouan, il me semble que tu as récemment investigué ce terrain avec plusieurs ateliers de philo dehors avec des classes d'enfants. On a encore une dizaine de minutes ensemble. Si tu veux nous raconter aussi un petit peu ton expérience d'atelier de philosophie dehors avec des enfants, ça pourra aussi faire la bonne transition. Oui, complètement. Alors, du coup, si je retrace un peu le parcours qui a été le mien, donc j'ai fait un stage à la Fabrique des communs pédagogiques où j'ai découvert tous ces enjeux de classe dehors qui m'ont paru vraiment centraux et passionnants. Et dans la foulée, je me suis intéressé à la question des ateliers philo pour enfants qui m'intéressaient aussi par ailleurs. Et avec l'idée de trouver une sorte de cohérence entre les deux. Et donc, la question que Marie pose dans le chat, c'est aussi une question que je me suis posée. C'est est-ce que ça existe des gens qui mélangent les deux, qui font de la philo dehors? Et ça me semblait notamment pertinent dans le sens où, et c'est ce dont on discutait tout à l'heure avec Joël Zask, dans la classe dehors, il y a une dimension d'expérience, d'aller au contact d'une expérience de l'altérité, d'une expérience de l'inconnu, qui rejoint aussi les principes de la philosophie pour enfants. Puisque en philosophie pour enfants, il s'agit aussi
de repartir des expériences des enfants, de faire le pari que les enfants ont une expérience au quotidien à partir de laquelle ils peuvent réfléchir et philosopher. Et donc, pour moi, ça me semblait assez naturel que faire des ateliers philo dehors, c'était une certaine manière d'aller sur le terrain où naissaient les expériences, les étonnements des enfants. Et pourtant, il se trouve que c'est pas si courant que ça. Il y a quelques articles qui existent euh, sur des tentatives de philosophie pour enfants dehors, mais c'est pas quelque chose qui est très répandu au sein de la communauté qui se développe beaucoup ces derniers temps de la philosophie pour enfants. Et j'ai l'impression que ça repose notamment sur une, comment dire, des représentations du dedans et du dehors qui sont encore très ancrées, notamment le fait que le dedans serait un espace plus calme, un espace plus serein, un espace plus silencieux, et donc un espace plus propice à la philosophie. Et par rapport à ça, et à cette volonté que j'avais de développer des ateliers philo dehors, j'ai eu l'occasion, via la Fabrique des communs pédagogiques, de proposer à 3 classes de CE1, enfin 2 classes de CE1 et une classe de CM2, des ateliers philo euh, dans un tiers-lieu qui est aussi là où sont les locaux de la Fabrique des communs pédagogiques. Donc c'est le Sample à Bagnolet. Et donc, je suis là en train de faire une série d'ateliers philo dehors avec ces classes. Et donc, pour reprendre la question de Marie, justement un peu sur les enjeux que ça pose de faire philosophie dehors, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord le fait que faire de la philosophie dehors avec les enfants, c'est déjà une source très très riche pour eux de questionnement, puisque on est vraiment à l'endroit où naissent leurs questionnements. Donc à partir de leurs observations, à partir de leurs expérimentations de l'espace, on peut faire naître une discussion philosophique vraiment passionnante. Il y a aussi l'enjeu de la pratique artistique, enfin de la dimension créative qu'on retrouve dans les ateliers philo, là plus généralement au-delà des ateliers philo dehors, puisqu'il y a toujours dans la tradition de la philosophie pour enfants la volonté d'intégrer cette pensée créative à la philosophie. Et enfin, il y a une dernière dimension qui me semble importante à prendre en compte et que j'essaye d'intégrer à ces ateliers philo que je propose à ces classes, c'est de réussir au sein du dehors à créer quand même une sorte de cadre, de cadre contenant qui permettent la prise de parole, qui permettent de philosopher ensemble. Et ça, il y a différentes manières de le faire. Au Sample, il y a une sorte d'amphithéâtre dehors qui reproduit un petit peu le cadre de l'atelier philosophique. Donc, on peut s'asseoir en cercle, on peut échanger de cette manière. Et ça me permet de garantir la cohérence de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, puisque le dernier élément sur lequel je peux insister rapidement, et qui rappelle quelque chose que mentionnait Joël Zask au début de ce webinaire, qui était la question des passages entre le dedans et le dehors. Et ça, c'est quelque chose qui me semble important pour ces ateliers philo, c'est notamment l'alternance d'ateliers philo pour enfants dedans et d'ateliers de philo dehors, ce qui permet de varier la distance avec l'expérience, de voir si les pensées des enfants évoluent selon qu'ils soient en contact direct avec l'expérience qu'ils font du dehors ou dans le cadre de la classe. Voir ces décalages, ces effets de recul qui peuvent se produire grâce justement à l'alternance d'ateliers dedans et d'ateliers dehors. Et donc, c'est tous ces éléments à la fois théoriques mais en même temps très pratiques que j'essaye d'expérimenter. C'est encore embryonnaire, mais voilà, que j'essaye de mettre en place dans ces ateliers philo pour enfants. Très intéressant. Ouais. Super, merci Titouan. Il nous reste tout juste 5 minutes. Est-ce que quelqu'un a une question un peu brûlante ou est-ce que Benjamin, tu veux t'essayer une forme de conclusion de ces échanges? La dernière fois que j'ai échangé avec Joël Zask, enfin la dernière fois, pas la dernière, mais au mois de mai dernier, j'avais dit que j'aimerais beaucoup te faire dialoguer avec une enseignante de maternelle et j'ai failli aujourd'hui. Euh, je ne sais pas s'il y a une enseignante ou un enseignant de maternelle qui voudrait, parce on a parlé un peu des plus grands, qui voudraient partager pour conclure une pratique voilà, qui fait
il ou elle, ou j'ai vu qu'il y avait des gens qui voulaient pas, qui faisaient de la philo dehors avec leurs élèves. Donc non, j'en appelle plutôt à un partage d'expérience sur les 3 dernières minutes. Je n'hésiterai pas à vous couper si vous êtes trop long de l'un ou l'une d'entre vous de manière libre parce que vous êtes venus pour écouter, mais on sait que toutes et tous, vous avez déjà beaucoup de pratiques. Hein, on regarde un peu qui s'inscrit. Et voilà, s'il y a quelqu'un qui a envie de partager avec les Moi, je veux 50, bien. eh ben voilà, je ne sais Vous pas qui c'est. m'entendez? Oui. Je me présente, je suis Sonkari Soli, je suis sur Montreuil et je suis directrice et enseignante d'une toute petite école alternative dans la nature. Donc on est tous les jours dehors. On sort entre 3 et 5 heures par jour. Des enfants âgés de 2 à 6 ans. Voilà, donc ça me parle complètement ce qu'a dit Joël Zask. Puisque nous, c'est un projet qui repose sur évidemment la nature, l'éco-citoyenneté, mais aussi et surtout la rencontre, parce que le dehors, c'est l'imprévu, et qu'à ces âges-là, eh ben, tout se joue essentiellement dehors et complètement réinvesti à l'intérieur. Donc cette notion du dehors, du dedans, cette notion de la rencontre, cette notion de l'imprévu, de la prise de risque, pour nous, c'est la base essentielle des apprentissages informels qui se font finalement en continu dehors dans nos balades. Voilà. Donc c'était l'expérience que je voulais donner, même pour les très jeunes. C'est assez impressionnant parce qu'ils développent extrêmement rapidement une très grande autonomie et beaucoup d'empathie. Et ils ont très vite conscience euh, de leur corps. Mm. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, c'est possible en milieu urbain. On est à Bagnolet, donc on connaît assez bien Montreuil. Peut-être vous partager le travail de Nourdine Barra et en particulier une action moi, qui me tient beaucoup à cœur. Donc, Nourdine Barra est administrateur de la Fabrique des communs pédagogiques, mais avant ça, il est surtout auteur, metteur en scène et dramaturge. À Montpellier, il a grandi dans le quartier de la Paillade, dans lequel il vit toujours. Il organise des agoras dehors depuis une dizaine d'années et des grands cours dehors depuis 5 ans. Et un de nos rêves à tous les deux, parce qu'il l'a déjà fait à petite échelle, c'est on a organisé des bacs blancs de français oraux sous la forme d'événements littéraires dans l'espace public. Je trouve que c'est une pratique extraordinaire qui crée la rencontre, qui prépare bien à l'examen. Je vous en parle aujourd'hui parce qu'il n'y a pas besoin de grand-chose pour le faire si ce n'est de la bonne volonté. Donc voilà, dites-vous que c'est possible et n'hésitez pas, même avec les plus grands, même en classe à examen, à prendre les chemins du dehors pour philosopher et pour créer. Et je finis avec une autre possibilité pour vous, c'est il y a de nombreuses places publiques minérales qui autrefois étaient des parkings. Et puis, ils sont de plus en plus piétonnisés, végétalisés. Et ces places, souvent, elles manquent d'enfants. Et peut-être que ces places, elles pourraient être parrainées pour une année ou pour moins ou pour plus par des classes et des groupes de centres sociaux, des écoles voisines. Et il y a une super opportunité de co-création artistique, j'en parlais en début de webinaire, dans ces espaces publics, mêlant en s'appuyant pour ce qu'il en reste sur la part collective du Pass Culture, plusieurs classes égale plusieurs financements, pour créer une œuvre avec des enfants, avec des artistes et avec ceux qui peuplent la place, les gens errants, les habitants, les commerçants. Donc voilà, il y a plein de possibles et ces quelques mots et cette petite heure qu'on a passée ensemble, c'était un encouragement à ce que vous puissiez continuer, aller plus loin et voyez que nous sommes beaucoup en fait. Hein. Rien qu'aujourd'hui, on était une petite soixantaine, on est monté jusqu'à 65 pour parler éducation artistique et culturelle, philosophie dehors. Parfois, on se trouve un peu esselé, on se trouve un peu à la marge. Bah non, en fait, on est nombreux et ça devrait même faire l'objet d'une loi. Voilà, de là à parler de démocratie et éducation, il n'y a qu'un pas, mais je n'irai pas plus loin dans la dédicace à John Dewey et me reste à vous remercier toutes et tous, remercier particulièrement Titouan, remercier particulièrement Anna, Joël,
Thomas et bien sûr toutes celles et ceux qui ont pris de leur temps pour nous écouter et en espérant, moi je suis toujours dans le doute, que ça a été à la hauteur de vos attentes et que vous repartez un petit peu mieux que vous êtes arrivés. Voilà, merci vraiment à toutes et tous d'être restés avec nous pendant cette heure. Merci aussi.